Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan, bienvenue à Procure en parle. Aujourd'hui, nous abordons les deux principaux effets secondaires liés au traitement du cancer de la prostate, en particulier à la suite d'une chirurgie radicale. Les effets en question sont la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire, deux troubles qui rendent encore aujourd'hui cette maladie taboue. Mais est-ce que les effets secondaires affligent tous les hommes de la même façon? Commençons par la dysfonction érectile. Les hommes n'en parlent pas nécessairement entre eux, mais lorsqu'un homme doit subir un traitement ou une chirurgie pour un cancer de la prostate, c'est certain que c'est ce qui lui vient en tête. Est-ce que je vais être capable d'avoir une érection après ma chirurgie? Merci, Dr Lebeau, d'être avec nous aujourd'hui. Chirurgien, urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et bien sûr, chef de service au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Commençons par des questions un peu générales. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent exactement les nerfs par rapport à la prostate, les nerfs érectiles par rapport à la prostate? Et pouvez-vous nous dire si on peut voir si ces nerfs-là ont été atteints lors d'une chirurgie? En fait, les nerfs, ils sont autour de la prostate. La prostate, c'est comme un fruit, puis ça ferait comme en partie de la pleure de la prostate. C'est à cette zone-là qu'on trouve les nerfs le plus souvent. On sait qu'ils sont là, ils sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les voir à l'œil nu, on n'arrive pas à les voir en chirurgie non plus, mais on sait comment les éviter. On ne peut pas toujours les éviter, puis on sait qu'on est capable de les éviter autant que possible, mais on n'a jamais une certitude que les nerfs ne sont pas atteints, bien qu'on sache à peu près où ils passent. Donc, vous allez le savoir qu'après la chirurgie. Bien, pendant la chirurgie, on est capable de savoir si on les a atteints ou si on les a sectionnés, parce qu'on le fait parfois volontairement quand c'est des cancers qui sont très étendus. Je répète souvent à mes patients que si on traite un cancer, puis qu'à la fin, les gens ont des érections, mais encore du cancer, c'est pas un bon traitement. Non. Alors, parfois, on est obligé, malheureusement, de passer un peu plus large, un peu plus autour de la prostate, puis à ce moment-là, on sait qu'on les a sectionnés. Souvent, on les préserve très bien, mais ça ne veut pas garantir nécessairement qu'il va y avoir des érections, ni non plus qu'il n'y en aura plus jamais. OK. Donc, si vous êtes capable de préserver ces nerfs érectiles, est-ce que tous les hommes vont récupérer cette érection? C'est une très bonne question, puis la réponse, c'est non. Puis c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup d'hommes, le jour de leur chirurgie ou avant même leur chirurgie, qui n'ont pas des érections qui sont normales. Alors, on peut présumer que si le point de départ n'est pas parfait, bien, ça ne va pas être parfait après. C'est souvent ça qui met la table, finalement, pour les attentes des patients, à savoir s'ils vont récupérer des érections ou pas. Des fois, on a des patients qui ont de très bonnes érections, chez qui on fait de très bonnes préservations, puis ont un peu plus de mal à récupérer. C'est rare, mais ça arrive. Puis des fois, à l'inverse, il y a des gens qui ont de très bonnes érections, qui ont des maladies très agressives, donc volontairement, on n'essaie pas de préserver les nerfs et ils arrivent à avoir des érections. Donc la fonction érectile préopératoire est souvent un meilleur gage de la récupération que la chirurgie uniquement, mais c'est vrai qu'une bonne préservation, ça nous aide à récupérer davantage. Puis vous avez dit le mot récupération beaucoup dans cette petite réponse. Donc quand ça vient à la récupération, en moyenne, combien de temps après une chirurgie qu'un patient peut s'attendre à retrouver cette érection? Encore là, c'est assez variable. C'est très rare dans les 6 premiers mois. Là, dans mon expérience d'avoir opéré plusieurs centaines de patients, c'est arrivé assez rarement que quelques semaines après, les gens aient eu des érections capables de mener à un rapport sexuel. Souvent, ça se passe dans les 6 à 12 mois, mais ça s'étend quand même plus loin. On dit que ça récupère beaucoup dans les 2 premières années, mais même si ça n'a pas récupéré après 2 ans, et encore là d'expérience, il arrive qu'un peu plus tard, ça récupère. C'est très difficile de dire, bien, après 21 jours, vous devriez avoir des érections parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend de tout le monde, puis ça dépend du potentiel de récupération de chacun. Vous avez mentionné plutôt aussi que ça dépend de leur vie sexuelle avant, de leur érection avant. J'assume que ça dépend aussi du baseline, qu'on pourrait dire, de chaque homme, de qu'est-ce qu'eux voient comme... Puis de ce qu'eux perçoivent comme étant un problème. Là. Il y a des gens qui estiment que leurs érections sont très bonnes, puis quand on mesure de façon objective dans des questionnaires, bien, c'est pas des érections qui sont
sont très bonnes pour quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est déjà assez variable. La santé sexuelle, ça dépasse aussi beaucoup les érections. Là. Moi, ce que je dis, oui, on parle beaucoup des érections, on parle beaucoup de la dysfonction érectile puis de la récupération, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de parler de vie sexuelle indépendamment des érections. Souvent, les hommes ont l'impression que la vie sexuelle s'arrête une fois que les érections sont finies, ce qui n'est pas le cas. Ça prend une certaine résilience, il faut mettre la table pour ça prend des couples qui communiquent puis des gens qui se parlent. Puis encore là, d'expérience, quand on présente bien les choses aux gens, bien, ils ont des attentes qui sont différentes puis ils sont généralement moins déçus. Donc, ma question vient à est-ce qu'une vie active sexuelle préopératoire mène à retrouver cette érection peut-être plus normalement? C'est sûr qu'une vie sexuelle active avec des érections qui fonctionnent bien en préopératoire, ça va nous aider à récupérer davantage par la suite. Ça, c'est certain. Et est-ce qu'il y a un âge que vous pouvez dire peut-être non? Ben non, parce qu'encore là, c'est très variable. Là, j'ai des messieurs de 85 ans qui prétendent avoir des érections normales, pas nécessairement qui ont été opérés, mais je veux dire, dans le spectre du vieillissement normal, il y a des gens qui, à 85 ans, pensent avoir une vie sexuelle normale, puis il y a des gens à 42 ans qui n'en ont pas. Alors, c'est très, très difficile de dire qu'il y a un âge qui est limite, mais c'est sûr que plus on avance en âge, plus la récupération est mauvaise après une chirurgie, peu importe la qualité des érections préopératoires. Donc, parlons post-chirurgie, disons 2 ans après la chirurgie. Si c'est pas retrouver la normale, si c'est pas exactement comme c'était avant, est-ce qu'on peut dire que là, c'est définitif, ce que vous avez 2 ans post-chirurgie, c'est ce que ça va être pour le restant de votre vie? Est-ce qu'il y a une façon d'améliorer son état? Ben oui, là, il y a une récupération qui prend du temps. Là, on peut pas aller plus vite que le temps. Là, des fois, le temps que les nerfs retrouvent leur chemin puis que la stimulation puisse mener à une érection, ça peut des fois prendre un peu plus de temps. Ça serait très étonnant, par contre, s'il n'y a aucune tumescence, aucune activité sexuelle, que du jour au lendemain, ça fonctionne. Ce qui arrive souvent, c'est que quand ça fonctionne pas tellement bien, les gens évitent les contacts sexuels parce qu'ils ont peur d'être déçus. Puis ça, c'est malheureusement un cercle vicieux parce que if you don't use it, you lose it. Donc, je donne souvent l'exemple à mes patients, si vous essayez de courir un marathon puis vous n'êtes jamais entraîné, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Fait que ça prend de la stimulation sexuelle pour récupérer. Puis si on commence 2 ans après, il est probablement trop tard parce qu'il se fait une espèce de fibrose, le tissu devient moins réactif. Mais quelqu'un qui a une progression lente, mais qui progresse un petit peu, ça peut continuer à progresser au-delà de 2 ans. Donc, est-ce qu'on pense que utiliser un médicament, peut-être le Cialis, le Viagra, on en entend parler, est-ce que ça l'aide? Ça l'aide sûrement au self-esteem, comme on dirait peut-être? Oui, en fait, ça ne fait pas de magie non plus. Ce que ça fait beaucoup, là, ces médicaments-là, c'est que ça amène un plus grand apport de sang dans le pénis, ça amène de l'oxygène, ça favorise la récupération, ça favorise la guérison. Mais c'est le plus important entre des médicaments et de la stimulation sexuelle, c'est certainement la stimulation sexuelle. Okay. Quelqu'un qui fait rien du tout, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas de masturbation, pas de contact sexuel, qui évite toute activité sexuelle, il a beau prendre des Viagra, ça ne va jamais trop fonctionner. Fait que oui, c'est une béquille qui peut aider. Encore là, il faut mettre la table de façon appropriée pour nos patients pour qu'il y ait des attentes réalistes. Quelqu'un qui prend un Cialis ou un Viagra 6 semaines après sa chirurgie, c'est assez peu probable qu'il y ait une érection normale. Ça se peut, mais souvent, les gens se découragent parce que ça n'a pas fonctionné, puis là, ils broient un peu du noir. Donc, c'est important pour nous, comme cliniciens, quand on a les gens dans notre bureau, avant même de les opérer, puis après, moi, je leur en parle évidemment assez ouvertement parce que ça fait partie des choses qu'on suit, de parler de leur vie sexuelle, de parler de ce que ça représente, puis peut-être essayer de décentrer toute l'attention des érections, parce que oui, il y en a qui n'auront pas d'érection, mais ils ne seront pas nécessairement insatisfaits sexuellement, ni eux, ni leur partenaire. Puis ça, je pense que c'est important de le comprendre. Vous avez utilisé le mot « béquille ». Est-ce qu'à force de prendre un médicament, ça peut diminuer son effet? Non, il n'y a pas d'accoutumance, en fait, qui est décrite pour ça. Ce n'est pas comme des narcotiques ou des choses comme ça où on doit sans arrêt augmenter la dose pour avoir un effet. C'est un médicament qui, quand il est actif, l'est, mais il y a un vieillissement parallèle, indépendamment du traitement pour le cancer de la prostate. Il y a plein de gens qu'on voit pour de la dysfonction érectile qui n'ont pas été opérés, mais le processus de vieillissement normal fait aussi que les gens ont des moins bonnes directions avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après une chirurgie, c'est non seulement plus difficile d'avoir une érection, mais elles sont douloureuses. Est-ce que c'est un effet secondaire qui est fréquent, qui est normal? C'est pas fréquent, mais ça arrive. Okay. Puis il y a l'orgasme qui est parfois douloureux. Les érections, c'est plus rare qu'elles soient douloureuses elles-mêmes. Souvent, elles sont douloureuses quand on fait des injections dans le pénis. Là, on en parlera un peu plus tard, là, comme alternative pour avoir des érections. C'est pas un symptôme qui est très fréquent, mais qui existe. Puis c'est dû à la cicatrisation, à la fibrose qui
peut se former autour des canaux. Et vous aviez dit que le plus de temps qu'on attend, la fibrose se produit plus facilement, oui. fait que c'est peut-être mieux de... Bien, en fait, on encourage les gens à avoir une activité sexuelle parce que ça fait partie de la santé générale des hommes, mais aussi des couples. Fait qu'on les encourage à avoir de la stimulation sexuelle quand ça les intéresse. Après, il faut respecter le rythme et puis les choix de tout le monde. Oui, c'est une question qui est très importante. C'est une question qui préoccupe beaucoup certaines personnes, mais j'ai envie de dire que la majorité des hommes ne centrent pas toute leur attention autour des érections. Puis je pense que quand on leur présente bien les choses, puis quand ils ont des attentes qui sont réalistes, ils sont beaucoup plus rarement déçus. Si on enlève l'attention de l'érection et qu'on parle de l'orgasme, est-ce que l'orgasme continue à être le même genre d'orgasme? Est-ce que c'est normal? Je sais que certains disent uriner durant l'orgasme. Pourquoi ça se produit si c'est le cas? En fait, il y a un orgasme sec là, qui se produit la plupart du temps, c'est-à-dire que les gens ressentent un orgasme puis il n'y a pas d'éjaculation parce que quand on fait une prostatectomie, quand on enlève la prostate, on désaboute finalement toute la plomberie. Donc, il n'y a pas vraiment de liquide qui est émis. Il y en a un petit peu parfois parce qu'il y a des sécrétions dans l'urètre, puis parfois il y a un peu d'urine qui peut sortir, je vais en reparler. Est-ce que ça change la sensation? Mais souvent, les gens décrivent un orgasme qui est soit très semblable à ce qu'il y avait avant, puis ça les étonne beaucoup parce que des fois, même sans érection, ils atteignent l'orgasme. Ah ouais. Ce qui leur apparaît très étonnant initialement. Mais les gens s'y habituent. C'est très rare que les gens ont des douleurs à l'orgasme, mais ça existe un petit peu comme à la mesure des érections dont on parlait tout à l'heure. Des fois, des orgasmes qui sont plus satisfaisants, il y a des gens qui décrivent ça parfois, mais c'est plutôt anecdotique. Là, c'est pas vraiment des choses qu'on voit souvent. Pourquoi il y a des pertes d'urine quand il y a de l'excitation sexuelle ou quand il y a un orgasme? En fait, quand on enlève la prostate, on enlève une valve qui permet la continence, mais qui permet aussi d'orienter soit l'éjaculation, soit l'urine, dépendamment qu'on urine ou qu'on est dans un rapport sexuel. Une fois qu'on enlève cette valve-là, ben, il manque un mécanisme de continence jusqu'à un certain point qui est assez important. Puis dans l'excitation sexuelle, ben, un des principes de ça, c'est un relâchement musculaire qui arrive à l'orgasme. Alors, quand il y a un relâchement du tonus musculaire, ben, si la vessie n'est pas vide, il y a certainement quelques petites gouttes qui peuvent sortir. Ça, c'est une plainte qui est assez fréquente. Souvent, on suggère aux gens d'aller uriner avant un rapport sexuel pour essayer de diminuer ça. On a encore là un travail d'éducation à faire. Là, c'est pas dangereux. Là, quelques gouttes d'urine, c'est pas dangereux pour le patient, pour le ou la partenaire non plus. C'est stérile. On peut pas tomber malade. On peut pas attraper le cancer. On peut pas attraper des infections comme ça. Encore là, je pense que la base, c'est la communication. Puis quand on exprime des choses assez frontalement, c'est-à-dire que moi, j'attends pas que les questions viennent. Souvent, je les vois venir puis je les propose aux gens. Ben souvent, ils sont moins déçus, en fait. Si on parle de conserver les nerfs érectiles, comme vous aviez dit pendant la chirurgie, l'homme réussit pas à avoir des érections malgré médicaments, admettons, ou avoir un orgasme. Est-ce qu'il y a d'autres options que l'homme peut s'orienter vers? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez qu'on peut faire pour aider? Au-delà des médicaments? Oui. Bien, il y a une gradation dans les médicaments. On a parlé des médicaments comme le Viagra, le Cialis ou le Levitra ou cette classe de médicaments-là. Après ça, il y a des injections qu'on peut donner dans le pénis. Des injections qui permettent encore là d'augmenter la quantité de sang dans le pénis puis de favoriser les érections. C'est ça que vous avez dit était un peu douloureux. Bien, ça peut parfois être douloureux. Il y a des gens qui décrivent des érections très douloureuses en s'injectant ça et la majorité des gens le tolèrent très bien puis trouvent que ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux que les médicaments, mais il faut être prêt à se piquer dans le pénis à chaque rapport sexuel. Après ça, ben, il y a des pompes qu'on peut utiliser, là, des pompes qui parfois vont créer une espèce de pression négative, en fait, qui vont créer une érection, puis qui parfois vont mettre un élastique à la base du pénis pour maintenir l'érection. Ça peut se faire avec ou sans médicaments, là, dépendamment des contextes. Puis souvent, ça permet d'avoir une érection qui permet d'avoir des rapports sexuels. L'étape suivante, ben là, il y a des prothèses qu'on peut envisager. C'est des prothèses qui sont généralement mécaniques, là, avec une petite pompe qui permet de gonfler le pénis pour avoir une érection. Ou des fois, il y a des prothèses semi-rigides là, qui permettent d'avoir des rapports sexuels qui sont satisfaisants. Quand on regarde la littérature médicale, les prothèses, c'est ce qui donne la plus grande satisfaction parce qu'il y a toujours des érections. Il n'y a aucun moment où ça ne va pas fonctionner, à moins qu'il y ait un bris mécanique. Les médicaments, ben, ça peut toujours aider, mais les érections ne sont pas juste tributaires ou le résultat de la chirurgie qu'on a eu. Il y a toute la santé générale, le vieillissement normal, le diabète, les syndromes métaboliques qui peuvent avoir un impact là-dessus, mais tout le contexte psychologique aussi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important pour nous comme cliniciens d'aborder ça simplement, parce que les gens, ben, ils voient ça comme un gros nuage au-dessus de leur tête. Ils ont tellement peur que ça fonctionne pas que c'est assez pour pas que ça fonctionne.
Je leur dis souvent, là, les patients de 20 ans qui viennent me voir pour des problèmes de dysfonction érectile, ils se sont pas fait enlever la prostate. Ouais. Mais ils ont tellement peur que ça marche pas. Fait qu'il y a un gros travail d'anxiété de performance aussi qu'il faut, sur lequel il faut se pencher pour être capable d'aider les gens. J'assume qu'avec le mot prothèse, il y a probablement aussi beaucoup du psychologique qui se passe parce qu'on se dit, mon Dieu, ça sera pas naturel, ça sera pas... Mais la technologie d'aujourd'hui fait en sorte que c'est très naturel. La prothèse, tu gonfles dans le jeu sexuel, c'est très... Ben, très naturel, je sais pas. Je suis pas certain que j'utiliserais ça, mais ça peut être très satisfaisant. Après, ça existe, on en installe des prothèses, c'est pas très fréquent. Puis les patients qui veulent des prothèses sont généralement des patients très motivés qui sont très rarement déçus. OK. Parce qu'ils savent un peu à quoi s'attendre puis ce que ça va être. Mais j'éviterais d'utiliser naturel. Mais je voulais juste dire, est-ce que c'est à l'extérieur avec une pompe qu'il faut pomper? C'est pas un moteur, puis il n'y a pas un diesel qui part dans la chambre. C'est vraiment une petite pompe dans le scrotum qui est assez discrète. C'est ça, je voulais dire que la femme peut peut-être pomper en... Certainement, puis dépendamment de comment les choses... on est certain que les érections vont fonctionner puisque c'est mécanique. Fait que même si on est dans un contexte stressant de nouveaux ou nouvelles partenaires, ben c'est pas un problème. Les érections vont fonctionner, puis l'anxiété de performance, ben on n'a même pas besoin d'y penser. C'était ça que je voulais dire par naturel. Chacun sa nature. Oui. Si vous aviez à proposer à vos patients l'ordre de priorité des meilleurs moyens pour obtenir l'érection, si vous avez enlevé les nerfs lors de la chirurgie, ça serait quoi? Ou si vous avez touché les nerfs. Oui. En fait, on les enlève jamais complètement, mais on les touche ou on les traumatise là, pendant la chirurgie. J'ai envie de dire, là, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est bien communiquer avec les patients, bien communiquer avec les partenaires. Chez les gens qui sont en couple depuis longtemps, c'est généralement un peu plus facile. Les gens qui sont à la recherche d'un partenaire, c'est sûr que ça rend ça un peu plus compliqué. Souvent, les gens sont beaucoup plus compréhensifs qu'on s'imagine. Là. Fait que je pense que c'est important aussi juste de parler des choses simplement. Fait que ça, déjà, on désamorce l'anxiété de performance. Après, ça prend de la stimulation. S'il n'y a aucune masturbation, aucun contact sexuel pendant des mois, on a beau prendre n'importe quoi, on met pas beaucoup de chance de son côté pour que ça récupère. Fait qu'avoir de la stimulation sexuelle avec ou sans médicaments. Puis ensuite de ça, la très grande majorité des gens, c'est des médicaments par la bouche, là, comme du Viagra ou du Cialis ou du Levitra. Puis on associe tout ça, puis on a une stimulation régulière, puis on met les chances de son côté. Est-ce qu'on peut mettre les chances de son côté en prenant plus qu'une méthode? Est-ce que vous suggérez peut-être? Oui, parce qu'il y a quelque chose de très mécanique dans ça. Je vous ai parlé des pompes tout à l'heure. Des fois, associer ça à des médicaments, ça peut aider. Puis oui, c'est possible de les associer. Pas beaucoup des injections avec des pilules par la bouche, ça, c'est des choses à éviter. Des prothèses avec des médicaments par la bouche, c'est complètement inutile, là, parce que dans l'installation de la prothèse, on enlève le corps caverneux qui, lui, est sensible aux médicaments. Fait que c'est pas le genre de choses qui est utile ou suggérée. Mais oui, on peut associer des choses. Puis tout le monde n'est pas pareil. Hein, fait qu'il faut vraiment que tout le monde y aille par essai-erreur puis trouve la solution qui lui convient. Mais si on parle que tout le monde n'est pas pareil, que tous les patients sont différents, les patients qui sont sous hormonothérapie, est-ce que c'est les mêmes méthodes? Est-ce qu'ils doivent faire autre chose? En fait, l'hormonothérapie, on la donne quand on a un cancer de la prostate qui est avancé. Puis l'objectif de ça, c'est de diminuer la testostérone. Fait que si on regarde là, dans tout le schème de pensée pour avoir des érections, ça prend du désir, ça prend des nerfs, ça prend des vaisseaux sanguins, puis ça prend un contexte psychologique et hormonal adéquat. Quand on n'a plus de testostérone, la première chose qui part, c'est le désir. Fait que c'est déjà beaucoup de plomb dans l'aile pour avoir des rapports sexuels qui sont satisfaisants parce que très souvent, les hommes sont peu intéressés à avoir des rapports sexuels. Après, c'est essentiellement mécanique. Quelqu'un qui prendrait des médicaments puis une pompe, c'est pas impossible d'avoir des rapports sexuels. Okay. Mais comme ça prend de la motivation, puis comme par définition, quand on n'a pas de libido, on n'a pas de motivation, c'est pas quelque chose de très usuel d'avoir des érections quand on est sous hormonothérapie. OK. Intéressant. On a parlé un peu des injections. Tout à l'heure, on a dit que ça pouvait être un petit peu douloureux. Est-ce que c'est en lien avec l'administration, avec le dosage? Est-ce que... le dosage, on essaie de le titrer, là, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver la plus petite dose qui est efficace. Fait que quand on explique ça aux patients, on leur montre comment préparer leurs médicaments, on leur montre comment se l'injecter. Puis s'ils nous écoutent, généralement, ils vont avec la plus petite dose qui fonctionne tranquillement. Il y a des gens qui ont une grande sensibilité, qui ont peur des aiguilles. Fait que déjà, ça décuple la douleur. C'est une toute petite aiguille, là, c'est pas
pas un moustique, mais presque. C'est pas une aiguille grande comme ça, comme je dis souvent à mes patients. Puis quelqu'un qui est motivé, généralement, c'est pas quelque chose qui le rebute beaucoup. Après ça, les érections douloureuses, mais c'est très variable. C'est difficile à expliquer parce que c'est le même médicament pour tout le monde. Puis des fois, il y a des douleurs importantes qui viennent même sans érection satisfaisante. Oui, ça aussi. Fait que oui, ça peut exister. Mais la majorité des gens qui font ça, encore là, il y a une espèce de screening qui se fait au fur et à mesure de la discussion. Les gens qui vont vers les injections, c'est parce qu'ils sont très motivés. Puis généralement, ils sont prêts à dealer avec ce que ça implique. Est-ce qu'il y a des petits trucs? Il faut bien l'injecter. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous aussi. Puis je fais ça systématiquement. Là, je demande aux patients d'apporter les médicaments dans mon bureau. Je leur montre comment le mélanger. Je leur montre. J'essaie de démystifier un peu ce que c'est. Évidemment, comme chirurgien, des aiguilles puis des bistouris, ça m'émeut pas beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde. Quelqu'un qui se pique pour du diabète est généralement plus à l'aise à l'idée de s'injecter quelque chose dans le pénis. Mais très souvent, quand on suggère ça, les gens, assez rapidement, ils disent non, moi, je veux pas ça. Ça peut être épeurant. Fait qu'encore là, je pense que c'est important de démystifier ce que c'est puis de rassurer. C'est souvent le premier qui est le plus difficile à faire. Fait que si c'est fait au moins avec souvent, l'aide. Exactement. Moi, souvent, je leur suggère de le faire dans le bureau, là, juste pour leur montrer comment ça fonctionne. Des fois, il y a des cliniques aussi qui sont organisées justement pour injecter le médicament, pour trouver la bonne dose pour que le patient se sente un peu plus autonome. Mais généralement, juste de bonnes explications, revoir les instructions de mélange et où injecter dans le pénis, c'est suffisant. On a très bien touché le sujet de la dysfonction érectile. Ce que je retiens le plus, c'est la communication, la patience et le psychologique aussi qu'on doit travailler. Oui, je pense que c'est des choses importantes à retenir. Il n'y a pas que ça, mais moi, j'ai envie de dire que tout centrer la vie sexuelle autour des érections, c'est probablement une erreur. Puis ça ne veut pas dire que les gens ne récupèrent pas d'érections. Il y en a plein qui récupèrent des érections, mais même avec des érections, la vie sexuelle change. Puis ça, je pense que c'est important de l'accepter avant de commencer. Puis changer, ça ne veut pas dire que c'est insatisfaisant. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut choisir les mots qu'on utilise, puis il faut présenter ça comme ça aux patients. Puis encore là, d'expérience, il y a des gens qui sont insatisfaits, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, puis qui apprennent à vivre une nouvelle sexualité qui est tout à fait satisfaisante pour eux et leur partenaire. Et vous étiez le premier à dire que vous voyez les questions venir vers vous. Fait que si quelqu'un a des questions, de juste s'asseoir avec son équipe médicale et les poser. Clairement, si les problèmes n'ont pas été discutés dans les rencontres, là, mais de façon générale, moi, des messieurs de 65 ans qui ont un cancer de la prostate que je vais opérer, j'en ai vu quand même plusieurs centaines même, j'ai envie de dire. Tout le monde n'est pas pareil, mais les inquiétudes sont souvent semblables. Et si on parlait maintenant des troubles urinaires, il semblerait que la majorité des hommes atteints d'un cancer de la prostate en souffrent après une chirurgie radicale. Je mettrais un bémol sur la majorité des hommes, mais ça reste une préoccupation importante. Puis là, on a parlé beaucoup de fonction sexuelle, mais la fonction urinaire, c'est le quotidien de tout le monde. La fonction sexuelle, il y en a qui décident de mettre ça en veilleuse puis de plus trop s'en occuper, mais vivent à aller faire pipi, tout le monde fait ça tous les jours, puis malheureusement souvent la nuit. Donc, c'est souvent un problème qui est plus préoccupant. Vous avez parlé tout à l'heure de la mécanique. Vous avez donné un très bon visuel de la plomberie, qu'on enlève cette valve. Donc, en enlevant cette valve, est-ce que vous la remplacez par quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient aider? Quand on fait une chirurgie comme ça, on a parlé encore là de préserver les nerfs qui sont responsables des érections, mais ils sont responsables aussi de la continence jusqu'à un certain point. Alors, quand on fait une chirurgie, notre but, c'est d'être le plus anatomique possible, c'est d'enlever la prostate, mais de préserver tout le mécanisme musculaire qui est autour. C'est assez complexe, là, la continence chez les hommes, mais il y a une bonne partie qui dépend de la prostate, dans laquelle il y a un sphincter, donc qui retient les urines. Quand on l'enlève, la majorité des hommes, la très grande majorité des hommes vont être incontinents, du moins de façon transitoire, après la guérison très, très aiguë. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on essaie de préserver les nerfs, les muscles et les nerfs qui sont autour de l'urètre, qui est le canal qui amène l'urine de la vessie jusqu'à l'extérieur. Puis c'est pour ça que c'est important par la suite de faire des exercices pour essayer, finalement, comme des push-ups du périnée, là, c'est pour essayer de muscler notre sphincter externe pour récupérer une certaine continence. Donc, l'exercice Kegel que nous, les femmes, connaissons très bien. Oui. C'est le même principe, c'est des exercices de Kegel également. Là. La façon de faire de la rééducation périnéale est évidemment un peu différente pour des raisons anatomiques chez les hommes et les femmes, mais ni plus ni moins, ce qu'on veut faire, c'est arriver à contracter les muscles qui sont autour de l'urètre. Souvent, ce qu'on donne comme repère, c'est plus facile pour les hommes de comprendre contracter leur anus, mais quand on arrive à contracter le périnée comme ça, en contractant l'anus, on muscle jusqu'à un certain point tout l'appareil sphinctérien de l'urètre aussi, puis ça aide à récupérer une continence. C'est pas si évident que ça, des fois, puis quand les gens ne le savent pas, bien sûr, la première chose qu'on fait, c'est qu'on contacte M. Google et on essaie de regarder en ligne si on est capable de trouver des réponses. Est-ce que
Est-ce que c'est quelque chose que en tant qu'urologue, vous montrez à votre patient? Est-ce qu'il y a des thérapeutes, je devrais dire, qui sont spécialisés là-dedans? Oui, il y a une bonne proportion d'hommes qui vont faire de la physiothérapie puis ça va les aider à récupérer plus vite. Il y en a quand même beaucoup qui font pas de physiothérapie, qui font des exercices de Kegel puis qui vont récupérer également. Il y a un faible pourcentage d'hommes qui vont rester incontinents aussi, puis ça peut avoir un impact significatif sur leur qualité de vie. Est-ce que Google est utile? Ça peut permettre des fois de comprendre des choses comme des exercices de Kegel. Encore là, je pense que quand on prévient les patients qui vont être incontinents le jour où on retire la sonde, mais souvent, ils sont moins surpris. Puis assez vite, là, j'ai envie de dire, dans les 6 à 8 premières semaines, il y a quand même une bonne amélioration de la continence. Puis pour avoir eu cette discussion-là, souvent, les gens ne croient pas vraiment. Là, quand on les voit trop tôt, entre guillemets, après la chirurgie, il y a une bonne détresse, là, bien qu'on ait mis la table, qu'on a présenté ça, qu'on a dit que ça allait arriver. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils sont comme ça pour toujours. Mais la nature est généralement assez bien faite, puis ça récupère assez vite. Pour quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic et qui écoute ça aujourd'hui et qui se dit je veux apprendre le plus possible, vous avez utilisé le mot sonde. Oui. Donc, c'est quoi? On met une sonde pendant la chirurgie? Quand on fait une chirurgie, on met une sonde comme ça qui est dans le canal de l'urètre, qui va jusqu'à la vessie, parce que ce qu'on fait finalement, c'est qu'on enlève dans le milieu, entre la vessie et l'urètre, il y a la prostate. Donc, on l'enlève, puis il faut qu'on recouse les 2 autres morceaux ensemble. Okay. Pour que ça guérisse comme il faut orienter l'urine. C'est pour ça qu'on met une sonde qu'on laisse généralement à peu près 7 jours. Là. C'est variable dépendamment de la technique puis dépendamment du contexte, mais de 7 à 10 jours habituellement. Et quand on l'enlève après ces 7 à 10 jours, il y a une grande portion d'hommes qui vont être incontinents. De façon transitoire. Parce que là, évidemment, on n'a plus notre mécanisme avec lequel on a grandi, puis on a appris à être continent quand on avait 2 ans. Fait qu'il faut juste que nous, on se réhabitue à fonctionner comme ça, à faire des exercices pour stimuler notre tonus musculaire. Puis c'est ça qui récupère beaucoup dans les 2 premiers mois. Quand je dis que ça récupère beaucoup, c'est rarement parfait après 2 mois. Ça arrive. Des fois, il y en a qui sont parfaits au retrait de la sonde. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, si c'est pas ce qui nous arrive, faut pas penser qu'on n'est pas normal. Puis ça, cette récupération-là se fait aussi de façon graduelle. Je dis beaucoup dans les 2 premiers mois, mais jusqu'à 2 ans également. OK. Bien, vous avez répondu à ma prochaine question parce que j'ai entendu le 2 mois puis je me disais, est-ce que c'est graduel? Est-ce que ça vient de mieux en mieux? Voilà. Bon, c'est bon. À partir de combien de temps, par contre, qu'on devrait s'inquiéter si on voit pas de changement? S'inquiéter, c'est jamais bon. Fait que je pense qu'il faut jamais partir avec l'idée qu'à tel moment, il faut s'inquiéter parce que tout le monde n'est pas pareil. Mais il faut pas hésiter. De toute façon, quand on rencontre son urologue après avoir été traité, il y a des questions qui sont essentielles, dont la continence. Fait qu'on a souvent l'occasion d'en parler puis de voir quel genre d'impact ça peut avoir. Puis encore là, c'est très variable. J'ai des patients qui sont super actifs, là, qui courent des marathons, qui font du ski de fond, puis qui sont très malheureux d'avoir quelques petites pertes d'urine. Alors que j'ai des patients qui ont des pertes beaucoup plus importantes, mais qui sont beaucoup plus sédentaires, puis que ça les incommode beaucoup moins. Fait que c'est important pour nous d'écouter ce que les gens nous disent, puis de voir qu'est-ce qu'on peut suggérer pour telle ou telle personne, puis des fois de rassurer quant aux pertes, parce que ça n'a pas toujours le même impact pour tout le monde. C'est, comme on disait tout à l'heure, on a parlé de pas tous les patients sont pareils, on a parlé d'hormonothérapie. Dans ce cas-ci, pas tous les patients sont pareils. Qu'est-ce qui arrive si on a un traitement de radiothérapie? Si on est... c'est sûr que ça change la récupération parce qu'il se fait tout le temps une espèce de cicatrice fibrose là, quand on fait des traitements, surtout quand c'est très rapproché de la chirurgie, quand on n'a pas eu le temps de récupérer une continence satisfaisante. C'est comme si on figeait dans le temps un petit peu notre récupération, fait que ça peut être plus lent. Ça veut pas dire qu'on va être incontinent nécessairement, puis c'est quand même assez rare qu'on fasse de la radiothérapie rapidement après une chirurgie. Quand on le fait, c'est parce qu'on a vraiment des inquiétudes par rapport au cancer. Puis c'est notre travail là, de sous-peser le côté fonctionnel puis le côté cancer. Mais quand on va de l'avant vers une chirurgie, c'est parce qu'on veut traiter un cancer à la base. Donc, ça prend encore là une certaine résilience. Tout à l'heure, vous avez parlé pour pouvoir conserver une érection plus normale, il faut avoir une vie sexuelle active avant l'opération. Est-ce que c'est la même chose quand ça vient à l'incontinence? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se préparer avant l'opération? On peut essayer de faire des exercices de Kegel avec une prostate en place, là, au moins juste pour comprendre le mécanisme puis comprendre ce que c'est. Ça, c'est sûr que c'est pas du temps qui est perdu. Est-ce que ça change toute la récupération? Généralement, les gens qui font ça en préopératoire sont beaucoup plus motivés aussi en post-opératoire, donc ils récupèrent généralement mieux. Mais si on n'est pas motivé avant, on va pas le devenir parce que je dis ça. Mais oui, ça peut aider de faire ça. Après ça, c'est sûr que quelqu'un il y a toutes sortes de problèmes urinaires là, qui dépassent la prostate. Quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, de vessie hyperactive,
ben, ça va rendre ça beaucoup plus difficile de stabiliser la vessie après la chirurgie. Encore là, quand on choisit les patients qu'on opère, puis quand on leur fait du counseling avant la chirurgie, ça fait partie des choses dont on discute. Et est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle les patients doivent faire les exercices ou doivent... Bien, ça dépend aussi du moment, là. On suggère de faire de 5 à 10 répétitions à tous les jours là, ou 2 fois par jour, là, surtout dans la période très aiguë après la chirurgie. Des fois, quand on a l'impression que les gens ne le font pas très bien, ça peut être très utile de rencontrer un physiothérapeute parce qu'on explique ce que c'est des exercices de Kegel. Dans les faits, souvent, les gens ne contractent pas de la bonne façon puis ils font ça de façon contre-productive. Fait que c'est important, des fois, si on a l'impression que soit ça ne s'améliore pas beaucoup, ben, de ne pas hésiter à référer rapidement en physiothérapie. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens encore là hyper motivés qui font juste trop de répétitions. Fait que si on essaie de faire 2000 push-ups, là, ben, probablement que les 100 derniers vont être moins bons. Fait qu'il faut savoir se limiter dans le nombre de répétitions qu'on fait pour avoir un nombre de répétitions qui est optimal, pour être capable d'avoir un tonus musculaire qui est bien sans fatiguer nos muscles outre mesure. Est-ce que ça peut être douloureux quand on fatigue les exercices de Kegel, ben, si on se rend à la douleur à cause des exercices de Kegel, c'est qu'on en a certainement trop fait. OK. Est-ce qu'il est possible qu'un homme retrouve sa continence et la reperde par la suite? Oui, encore là, c'est comme un muscle qu'on stimule, puis que si on arrête de le stimuler avec le temps, bien, ça peut se détériorer un peu. Quand on n'a plus de prostate, le mécanisme de continence est plus conscient que ce que c'était avant. C'est-à-dire qu'on doit y réfléchir pour ne pas perdre d'urine. On doit contracter de façon plus active notre sphincter. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'en fin de journée, les gens vont dire « j'ai un peu plus de perte en fin de journée ». C'est comme une fatigue musculaire qui s'installe, puis en fin de journée, on a juste un peu moins de contrôle. C'est vrai aussi quand les gens prennent l'apéro ou quand ils prennent un verre. C'est comme si le petit tonus musculaire de base, c'est pour ça aussi que les gens prennent l'apéro, c'est pour se détendre, mais ça fait une détente au niveau du sphincter puis des pertes subséquentes. Et si on fait les exercices, si on suit tout ce que notre médecin, notre physiothérapeute nous dit et que ça ne s'améliore pas, est-ce qu'il y a des propositions? Oui, encore là, il y a des genres de prothèses qu'on peut utiliser. On appelle ça des sphincters artificiels. On a parlé de prothèses tout à l'heure pour les érections, mais c'est un peu le même principe. C'est une bague qui est autour de l'urètre qu'on va gonfler. Puis en la gonflant, ça va faire collaber, donc écraser l'urètre. Ça va empêcher l'urine de sortir. Ça fonctionne très bien. C'est pas une chirurgie qui est complètement anodine, mais ça peut très bien se faire. Puis les gens qui ont ça, généralement, étaient très incommodés par leur incontinence et sont très satisfaits par les résultats de la prothèse. Est-ce que c'est un dernier recours? Est-ce que c'est permanent? C'est permanent. Est-ce que c'est un dernier recours? Oui, parce qu'on a essayé plein d'autres choses avant. Puis là, je vous parle de, entre guillemets, la Cadillac des prothèses, parce qu'il y a toutes sortes d'implants ou de bandelettes qu'on peut installer avant ça. Il y a une gradation qu'on utilise, puis ça dépend vraiment de l'impact que ça a sur la qualité de vie puis de l'importance de la continence. Comme je disais tout à l'heure, de petites incontinences peuvent être très incommodantes chez certains, puis de très grandes incontinences très peu chez d'autres. Fait qu'il faut juste savoir s'ajuster. Vous aviez parlé tout à l'heure de les différents patients, que le sportif, ça peut être plus incommodant. Pour lui, ça peut être plus traumatisant d'avoir une petite perte, tandis que pour un autre. Est-ce qu'on peut continuer à faire du sport après une chirurgie? Oui. Puis c'est pas vrai que tous les sportifs perdent beaucoup. Là, j'ai des marathoniens, puis j'en ai plusieurs qui perdent très peu, voire pas du tout. Ce que je disais, c'est qu'il y en a des fois qui perdent pas beaucoup, puis que ça les incommode beaucoup. Mais oui, après quelques semaines, là, généralement, là, je pense qu'on se trompe pas si on dit 6 semaines pour tout le monde. Après, ça dépend des interventions, ça dépend des gens. Mais après 6 semaines, il n'y a aucune restriction à toute activité physique. Le vélo? Souvent, c'est un inconfort local qui fait que les gens vont pas avoir envie de s'asseoir sur une selle de vélo. Souvent, dans les 6 premières semaines, on recommande pas nécessairement de s'asseoir très longuement sur une selle parce que la couture qu'on a fait est juste à ce niveau-là. Quelques semaines ou 6 à 8 semaines après, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Après, ça dépend aussi de ce qu'on entend par faire du vélo. Là. Il y a des gens pour qui c'est 500 km, il y a des gens pour qui c'est 5 km. Il faut savoir s'ajuster aussi. Donc, si je comprends bien, il est très important dans les deux cas de se préparer préopératoire à ce qu'on va vivre post-opératoire. C'est sûr, puis ça dépasse beaucoup la fonction urinaire et sexuelle. Quand on est bien préparé, on est toujours mieux. OK, dernière question. Je présume que la plupart des hommes ont hâte de retrouver une vie normale après la chirurgie. Est-ce qu'il y a des risques pour quelqu'un qui en fait trop, comme vous aviez dit tout à l'heure?
trop de sport, trop d'exercice, trop de stimulation? Des risques, ça dépend vraiment de la question, là, parce que quelqu'un qui se lance, par exemple, dans du sport très intensif ou bien lever des poids et haltères de façon importante, il y a toujours des risques que les cicatrices soient pas complètement cicatrisées, puis il n'y a pas leur force maximale. Fait que oui, on peut avoir des complications comme ça. C'est assez rare quand même que les gens se lancent dans un processus de récupération qui est beaucoup trop intensif. Généralement, encore là, bien aiguillés, les gens sont capables de s'ajuster. Puis j'ai envie de dire que plus on est proactif dans notre prise en charge de tout ça, plus on a des chances de récupérer aussi. C'était ma dernière question, mais maintenant, je vous demande vos top 5 conseils. Mes top 5 conseils, c'est je dis souvent aux gens que ce qui fait peur, c'est ce qu'on connaît pas. Fait que la première des choses, c'est aller chercher de l'information. C'est bête à dire, là, mais le cancer de la prostate, c'est un bon cancer en ce sens que c'est pas une maladie qui est galopante dans la très grande majorité des cas, puis on a le temps de réfléchir, on a le temps de prendre une décision éclairée. Quand les gens reviennent puis qu'ils sont un peu plus apaisés parce qu'ils sont allés chercher de l'information, généralement, ils sont mieux préparés. Donc, ils font un choix éclairé. Ce serait mon premier conseil, de prendre le temps de respirer par le nez. Mon deuxième conseil, puis je répète ça à tous mes patients aussi, c'est de pas partir en peur. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'inquiéter. Il y a une situation, puis là, je leur dis que moi, j'ai l'habitude de faire ça, de prendre en charge ce genre de problématique-là qu'on va avancer dans la bonne direction tous ensemble. Après ça, d'avoir des attentes réalistes, j'ai envie de dire, de pas s'imaginer qu'ils vont être mieux après qu'ils étaient avant. Il y a des gens pour qui les érections étaient chambranlantes avant puis qu'elles sont pas bonnes après. Je pense qu'il faut savoir que ça va pas être mieux après. Ça veut pas dire que c'est insatisfaisant, puis j'insisterai jamais assez. Ensuite de ça, je pense qu'on peut faire... On est rendu à 4. On est rendu à 4. Je vous laisse choisir les deux derniers. Puis on peut continuer à faire du sport. Certainement, on peut continuer à faire du sport. En fait, la vie s'arrête certainement pas. C'est souvent une parenthèse qui fait que pendant 6 à 8 semaines, la vie va être impactée de façon très significative, mais que notre objectif, puis encore là, c'est des choses que je dis, moi, je veux que dans 6 mois, ce soit juste un mauvais souvenir, qu'il vous reste peut-être des séquelles, mais qu'il n'y ait pas d'impact sur votre qualité de vie. Puis généralement, ça satisfait les gens. Fait qu'on peut dire que numéro 5, c'est être patient. Comme numéro 1. Donc, c'est la fin de nos réponses. Quelques conseils pour nos patients? On n'insistera jamais assez sur l'importance d'aller chercher de l'information parce que quand on connaît quelque chose, ça fait moins peur, on est mieux préparé puis on récupère tout le temps bien. Internet, c'est une source merveilleuse d'informations, à la fois bonne et mauvaise. Fait qu'on essaie d'orienter les gens sur des sites qui sont vraiment reconnus, un peu comme Procure en fait, où on valide l'information puis on s'assure que c'est de l'information qui est objective, où les patients peuvent aller chercher de l'information, poser des questions, se sentir à l'aise de le faire puis avoir des réponses qui sont probablement validées par des scientifiques. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est très important. Je pense que c'est aussi important de répéter aux patients de ne pas partir en peur à aucun moment. Au diagnostic, souvent, on a cette image que notre vie s'arrête, mais c'est jamais vrai. Puis ce que j'aime bien répéter aux patients, c'est qu'on a un court moment où on va se voir beaucoup, où on va traiter le problème, puis que notre objectif, c'est que dans quelques mois, ce soit juste un mauvais souvenir. Ta vie va peut-être arrêter pour 6 à 8 semaines, mais... Puis après ça, on va être en phase de récupération, mais la vie est certainement pas finie. Puis l'objectif, c'est d'avoir une vie qui est aussi normale que possible. Docteur Lebeau, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez su répondre à beaucoup de questions, mais bien sûr, à la maison, n'oubliez pas qu'il est normal d'avoir des questions entre rendez-vous, entre traitements, et c'est pourquoi vous pouvez appeler Procure 7 jours semaine et parler avec un de nos professionnels de la santé qui saura vous répondre. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.